mieux accompagner les retours, sont aussi des moyens qui permettent de rendre les choses peut-être efficaces dans l'objectif premier qui est poursuivi, qui est celui que les gens retournent dans leur pays d'origine parce qu'ils n'ont pas eu le titre de séjour ou le droit de rester sur notre territoire national. C'est ça. Mais on est, enfin, à l'exception peut-être de Mme Assassi qui dit qu'elle est hostile au principe même des centres de rétention. Moi, je ne suis pas dans cette logique, je ne dis pas ça. Je dis on peut avoir des centres de rétention, c'est un outil parmi d'autres qui est utile à l'objectif qui est poursuivi, mais cet outil-là, il doit remplir un certain nombre de conditions, singulièrement des conditions matérielles, physiques, et aussi des conditions pour les personnes qui sont placées en rétention d'accès à l'information, au droit, et ainsi de suite, parce que ce n'est pas possible autrement. Et que si c'était autrement, on n'est plus dans le même régime que celui dans lequel on est. Bon, voilà, contact. Et c'est ça l'idée, si vous voulez. Madame Assassi, vous venez de pondre un rapport, enfin c'est un rapport concernant le centre de rétention. Alors, quelle est la lumière portez-vous par rapport à ce que vous avez constaté, observé en Belgique et puis en Europe par rapport à ces centres de rétention? Et aussi en France, puisque malheureusement je connais bien les centres de rétention, puisque je suis une sénatrice de la Seine-Saint-Denis, territoire sur lequel il y a l'aéroport de Roissy, et donc le centre de rétention du Mesnil-Amelot, mais je suis allée aussi à Marseille, à Vincennes, et je travaille aussi beaucoup avec les associations qui interviennent dans les centres de rétention, et on a pu constater au fil des discussions que nous avons pu avoir que la dégradation des conditions d'accueil des étrangers dans les centres de rétention. C'est vrai en métropole, mais c'est vrai aussi en Outre-mer, puisque là, pour d'autres responsabilités, j'ai pu me rendre à Mayotte il y a quelques années et j'ai visité le centre de rétention à Mamoudzou, et j'ai été catastrophée à la fois par la situation des Comoriens qui font le choix de venir sur le territoire mahorais, et moi je considère que ce ne sont pas des étrangers, et d'autre part par les conditions de rétention de ces Comoriens dès lors qu'ils peuvent arriver sur le territoire mahorais. Donc on vit une situation dans les centres de rétention qui est très catastrophique. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a lui-même dressé un constat négatif sur ces centres de rétention en termes d'accueil des étrangers, de respect de droits des étrangers, de mesures qui existent aujourd'hui et qui n'ont aucune utilité. On pense par exemple au fait qu'on les retienne plus de 40 jours dans les centres de rétention. Or, tout démontre que c'est complètement inutile parce que on sait dès lors qu'au bout de 15 jours, on sait qu'on ne peut pas obtenir un laissez-passer consulaire. Donc pourquoi vouloir durer? Moi, je me félicite que des élus qui étaient favorables à cet allongement ne le soient plus aujourd'hui. Je pense que la mission que nous faisons, outre d'aider à avoir des meilleures conditions d'accueil des étrangers dans les centres de rétention, mais aussi des conditions de travail pour les personnels qui y sont, vont permettre de mieux travailler la question des droits aussi, de façon plus large, et des droits des étrangers en particulier. Et donc notre travail, s'il a eu une petite utilité, j'espère au moins qu'elle aura celle-ci. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Écoutez, nous on fait un certain nombre de préconisations. Je ne partage pas forcément tous les points de vue de M. Buffet, mais force est de constater que sur ce rapport, nous avons été relativement d'accord. Nous proposons des alternatives. Et c'est vrai, ce que nous avons vu en Belgique, par exemple, les maisons ouvertes m'intéresse. Moi qui suis pour l'éradication totale des centres de rétention, mais il faut bien penser des alternatives. Le monde idéal, malheureusement, c'est pas pour demain matin. Donc, il faut réfléchir. Si on considère que les centres de rétention n'accueillent pas bien les étrangers aujourd'hui, il faut bien proposer des alternatives avant d'arriver dans un monde idéal. Donc, je trouve qu'il faut favoriser l'assignation à résidence, et c'est particulièrement vrai pour les familles. Alors, j'entends bien que des associations puissent nous dire, mais l'assignation à résidence, c'est ce qu'on fait pour des criminels, et que les personnes qui sont
étrangères et qui n'ont pas de titre de séjour ne sont pas des criminels, ce que je partage bien évidemment tout à fait. Mais il faut réfléchir à quelle assignation à résidence, notamment quand il y a des enfants qui sont concernés, pour que par exemple les enfants puissent continuer leur scolarité dans les moins mauvaises conditions, je ne vais pas dire les meilleures, mais dans les moins mauvaises conditions. On peut réfléchir aussi donc à la création de maisons ouvertes en France. Ça marche en Belgique. On voit qu'il y a très peu de gens en fait qui s'échappent sur la masse des gens qui sont dans ces maisons ouvertes. Et puis ça a un coût moindre aussi pour la société. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir de cette façon-là. Et puis c'est peut-être aussi peut-être d'abord, je dirais, d'avoir un travail en amont. Voyez, moi, je mets le terme entre guillemets parce que je sais qu'il peut faire sursauter, mais les RAF à la sortie des métros, etc., ça contribue pas non plus à ce que les moments de rétention soient les plus favorables, soit pour les personnes concernées, soit pour les personnels qui y sont aussi. Moi, je préférerais qu'il y ait un travail en amont de rencontre avec les personnes dont on sait pertinemment qu'elles sont dépourvues de titre de séjour et qu'elles pourraient faire l'objet d'une reconduite à la frontière, mais qu'il y ait un vrai travail qui soit fait avec ces gens. Là, il y a des pratiques un peu autoritaires de ce point de vue-là, et je le regrette pour un pays comme le mien. Vous êtes pour éviter le placement des étrangers en situation... Ah bah oui. Oui, et puis dès lors que je suis contre les centres de rétention, si on peut éviter le placement au centre de rétention, bien évidemment. Donc il faut essayer, il faut travailler à réfléchir à des alternatives qui respectent les droits des personnes. Moi, je suis très attentive au respect des droits des étrangers, enfin de toutes les personnes, d'ailleurs, qu'elles soient étrangères ou pas, et la dignité aussi de ces personnes. C'est important. Et c'est pas simplement parce qu'on est dans le pays des droits de l'homme, mais ça devrait être le propre de nos engagements aussi, c'est le respect des droits et de la dignité de la personne humaine, quelles que soient ses origines. Vous avez observé un turnover important au niveau de ces centres de rétention. Les policiers ne restaient pas, qui sont assignés à ces genres de travail. Et là, on peut constater aussi il y aura beaucoup de bavures parce qu'ils ne sont pas vraiment adaptés, parce que ça tourne. Comment pouvez-vous faire pour mettre en place une formation où les gens doivent être là? C'est pas à nous, c'est au ministère de l'Intérieur de mettre en place des formations. C'est dès lors qu'ils décident d'affecter tel ou tel policier dans un centre de rétention qui a une mission particulière. C'est pas des prisonniers, c'est pas des criminels, les gens qui sont en centre de rétention. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une formation adaptée pour ce genre de mission. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des policiers qui essayent de faire des efforts, parce que c'est pas facile aussi de travailler dans un milieu comme celui-ci, quand on ne connaît pas en fait tous les processus, parce que c'est compliqué quand même à comprendre. Donc il faut aussi leur rendre hommage, parce que c'est pas toujours facile, et qu'il revient effectivement à leur ministère de tutelle de créer les conditions qu'ils soient formés pour une situation comme celle-ci. Parce que malheureusement, et à leur corps défendant des fois, il y a des policiers qui confondent détention et rétention. Or, je le répète, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est aussi une des raisons, ça me permet de faire une passerelle avec autre chose, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis complètement opposée au fait que des détenus soient étrangers, en situation irrégulière, mais qui ont purgé leur peine quand même, soient placés en centre de rétention de façon automatique pour être expulsés du territoire. C'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi l'administration pénitentiaire ne crée pas les conditions pour que, dès lors que ces personnes sont en situation irrégulière, qu'elles ont commis des délits, etc., mais qu'elles ont purgé leur peine, que l'administration pénitentiaire n'ait pas travaillé en amont les dossiers. Si malheureusement c'est le cas, cette personne doit être expulsée, qu'elle le soit à partir de son lieu de détention et non pas à partir d'un lieu de rétention où elle côtoiera des gens qui ne sont, je le répète, qui ne sont pas des criminels, dont peut-être la seule faute, et je dis bien peut-être la seule faute, a été de ne pas être français. Ma dernière question serait, pourquoi on ne mettrait pas
bracelets, ces dispositifs. Moi, les bracelets électroniques, je suis toujours un peu. Pour moi, personnellement, je pense que c'est une atteinte. Je veux bien l'entendre comme forme d'alternative, mais pour moi, c'est une atteinte à la dignité de la personne, le bracelet électronique. Donc, j'ai du mal, mais y compris pour les détenus. Mais bon, après, c'est un point de vue personnel. Ça peut être aussi une alternative, mais pas pour les étrangers en situation irrégulière, certainement pas. Pour ça, j'y suis complètement opposée. Ce ne sont pas des délinquants. Je répète, ce ne sont pas de délinquants. C'est des gens qui ont fui leur pays pour des raisons diverses, qui sont sur notre territoire, qui certes sont des clandestins, des illégaux, mais pour autant, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des délinquants. Donc, on ne leur met pas de bracelet électronique. Merci. Merci. Voilà, alors, Monsieur Buffet, vous êtes sénateur, bien entendu, du Rhône. Alors, à l'issue de cette commission, la rétention administrative, quelle alignée apportez-vous par rapport à tout ce que vous avez vu ici en France, en Belgique, et que préconisez-vous par rapport à tout cela? Je pense que globalement, on a un système qui fonctionne dans les centres de rétention plutôt bien, assez respectueux des droits des uns et des autres, mais qui incontestablement, à certains égards, mérite d'être amélioré. De ce point de vue, deux observations. La première, c'est celle de dire que la construction, la réalisation matérielle d'un centre de rétention mérite d'être revue chez nous pour s'inscrire plutôt dans la logique de ce qu'on a pu voir en Belgique, c'est-à-dire un lieu certes fermé, bien évidemment, mais où à l'intérieur, l'organisation est beaucoup plus ouverte, j'allais presque dire, un peu plus simple, avec différentes interventions à l'intérieur d'associations, d'avocats, mais de fonctionnaires de police de l'air et des frontières, bien évidemment, ou de médecins qui soient un peu plus facilité en tous les cas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même ressenti que dans nos centres de rétention, à nous, il y a une tension et que la tension est palpable. C'est vrai que pour un certain nombre d'entre eux, relève plus du centre de détention, et même s'il y a eu des améliorations. Il y a une confusion entre rétention et détention. La détention, c'est une personne qui a commis une infraction délictuelle ou criminelle et qui a été placée en prison. La rétention, c'est le fait de retenir quelqu'un qui est en situation irrégulière sur notre territoire et qui est dans l'attente de repartir dans son pays d'origine sans pour autant qu'il ait commis une infraction sur le territoire, autre que celle d'être rentré illégalement. Bon. Donc je pense que là, on a eu des améliorations. Marseille a été une évolution, Vincennes aussi, mais c'est pas suffisant. Donc on a ce travail à faire là-dessus. Pour le reste, qu'est-ce que l'on constate? Oui, il faut sans doute que, en particulier sur l'accès aux soins, on est, particulièrement pour les personnes qui ont une atteinte mentale ou psychique ponctuelle ou durable, on puisse mieux les traiter, c'est sûr. Il est certain qu'on aimerait que les avocats soient un peu plus présents dans les centres. Mais il est certain aussi que l'on voudrait que la police de l'air et des frontières, par exemple, désigne dans ces centres plutôt des gens expérimentés plutôt que de trop jeunes fonctionnaires. Il y a un turnover aussi. Voilà, dont on ne remet pas en cause les qualités, évidemment, mais dont on pense que le fait d'avoir de l'expérience est de nature aussi à faciliter les choses. Sans que sur le principe qui est le but poursuivi, il y ait de faiblesse, bien sûr, ça c'est clair. Mais il faut que les choses se passent comme il faut. Voilà principalement ce qu'on a pu constater. On a constaté que nos centres de rétention n'étaient pas tous occupés de façon importante et que certains l'étaient beaucoup, d'autres beaucoup moins. Donc il y a une vraie question à se poser là-dessus. Et puis on s'est aussi beaucoup interrogé sur les familles. Et on pense que les enfants n'ont pas grand-chose à faire dans les centres de rétention et que pour des familles qui font l'objet de retour dans leur pays d'origine, il vaudrait mieux privilégier soit l'assignation à résidence, soit les centres de rétention en milieu dit ouvert, ce qu'on a pu voir en Belgique. Vous êtes pour les bracelets? Le bracelet aujourd'hui est une décision, juridiquement, l'exécution d'une peine. C'est-à-dire, quand vous avez un bracelet électronique, vous avez été condamné à une peine et vous l'exécutez grâce à ce bracelet. Être en rétention, vous n'exécutez pas une peine. Donc on a un problème juridique à régler. Donc en l'état, on ne peut pas. Pourrait-on le faire dans quelques années? On pourrait l'imaginer, mais ça nécessite une évolution juridique. Et pour l'instant, il n'y avait pas eu de volonté d'aller sur cette évolution juridique jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, parce que c'est une peine. En revanche, une assignation à résidence parfaitement suivie,
la mise en place d'un centre de rétention en milieu ouvert, où les gens sont suivis et accompagnés jusqu'à leur retour, ce sont des hypothèses qu'il ne faut pas exclure et qu'il faut regarder dans les outils qui sont mis à notre disposition pour mener ces politiques. Je termine avec cela parce que vous êtes très pressé au niveau du juge. Alors, vous souhaiterez qu'il y ait un juge, un seul juge. Voilà. Aujourd'hui, un retenu doit être vu par 2 magistrats, un juge administratif et un juge judiciaire, civil, pour ce qui concerne son maintien en centre de rétention. Moi, je suis partisan de changer tout cela et de n'avoir plus qu'un seul magistrat qui intervient, parfaitement confiance entre un juge judiciaire ou un juge administratif pour décider ou non de la validité d'un acte administratif et du maintien ou non d'une personne en centre de rétention. Il suffit d'en redéfinir parfaitement les règles, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce serait quand même de nature à tout simplifier, pour les retenus. Le fait d'avoir qu'un seul juge, c'est déjà beaucoup plus simple que d'avoir une double procédure. Et puis nous-mêmes, j'allais dire sur le plan administratif ou de la gestion, d'avoir qu'un magistrat et pas 2, ne pas obliger d'avoir des... Enfin bon, ça simplifierait bien les choses sans remettre en cause les droits et les devoirs des uns et des autres. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.